plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle édition. Aujourd'hui, dans l'épisode 8 de notre saison 4 au cœur des pollinisateurs, j'ai décidé de vous emmener voyager chez le bourdon terrestre. On oublie parfois qu'il est l'une des abeilles les plus importantes pour la pollinisation de certains végétaux. C'est sans doute l'un des insectes les plus connus face à l'abeille bien sûr pour son effet pollinisateur. Il est tout simplement indispensable à l'équilibre de nos écosystèmes. Dans ce nouvel épisode signé Nature Insolite, j'ai décidé d'aborder avec vous qui est-il, comment le distinguer, quel est son rôle dans la pollinisation et enfin, est-il en danger, oui ou non. Avant de nous intéresser à la toute première question, je tiens à souligner qu'énormément de personnes et de monde s'intéressent à la question suivante. Est-il une abeille ? Alors oui, cependant pas n'importe laquelle. Il s'agit plus précisément d'une abeille sauvage, ou dite solitaire. Dans le monde, on dénombre environ 20 000 espèces de bourdons terrestres, soit plus en détail, au moins un petit millier en France. Les abeilles et les bourdons appartiennent à la famille des Apidae, et comme nous l'avons vu pas mal de fois déjà au début de cette saison, au règne des hyménoptères. De manière générale, il reste important de bien savoir distinguer le bourdon et le faux bourdon. Ce n'est pas du tout la même chose. Je m'explique. Le bourdon est le pollinisateur indépendant dont je parle depuis tout à l'heure. Seulement les femelles sont en mesure de piquer. Alors que chez le faux bourdon, lui ne pique pas et il s'agit du mâle de l'abeille, tout simplement. De plus, le bourdon, donc pour le coup le bourdon terrestre, vit également autour d'une organisation sociale composée d'une reine, d'ouvrières et autres. Le bourdon femelle ne pique pas, tandis que le mâle n'est pas équipé pour, même s'il possède bel et bien un dard. Chez les hyménoptères, seulement les femelles sont en mesure de piquer. Maintenant, je vais plutôt m'approcher du cycle de vie du bourdon. Tout d'abord, il y a la recherche du nid où la reine passe l'hiver en hibernation. Alors elle s'enfouit en profondeur de 5 à 20 cm dans le sol. Elle y passe 6 mois de sa vie avant de ressortir et passer un peu de temps seule à butiner et se réhabituer à son environnement. Après une période totale de 2 à 4 semaines, elle se met à la recherche d'un site de nidification. Alors généralement il s'agit d'un lieu sous terre à 3-4 cm dans une cavité déjà creusée, déjà existante. Ensuite, il y a l'étape du nid. La reine se fixe comme objectif de construire 2 cellules de 15 mm chacune. Une servira à accueillir les premiers œufs et l'autre le nectar, donc ce sera le garde-manger. Pour ce qui est des œufs, ils seront déposés directement dans la première cellule sur une couche de nectar et de pollen. Alors en quelque sorte, ça reste un peu le même système, le même processus que chez les abeilles mellifères. Alors dans cette cellule, il y aura 5 à 20 œufs au total et ils seront gardés à une température de 30 degrés Celsius pendant 3 à 5 jours. Au bout de 7 à 8 jours, chaque larve fabriquera son propre cocon et grandira pour se transformer en nymphe. Ensuite, l'étape suivante du cycle chez les bourdons est destinée aux ouvrières. Alors les ouvrières sortiront de leur cocon sous 12 à 14 jours. Ce seront des femelles stériles, c'est celles qui s'occuperont de la prochaine génération de bourdons en allant récolter le pollen et le nectar pour nourrir les larves. La durée de vie en général d'une ouvrière est d'environ 2 mois. Pendant ce temps, la reine va continuer à pondre normalement, régulièrement au quotidien afin d'atteindre environ 500 individus au total dans la colonie. Et maintenant, pour ce qui est du mâle bourdon. Aux alentours de la fin de l'été, la colonie atteint un nombre suffisant d'ouvrières et c'est ainsi que la reine commence à pondre des œufs non fécondés qui donneront ensuite naissance à des mâles et femelles fertiles. Ils resteront peu de temps avant de s'envoler pour s'accoupler durant la fin de leur vie. Bon, pour le processus, je viens de tout vous détailler et maintenant il est temps pour moi de vous expliquer de quelle manière différencier un bourdon mâle d'un bourdon femelle. Tout d'abord, le bourdon terrestre est recouvert d'une abondante pilosité noire, de 2 bandes jaunes orangées et enfin d'une autre de couleur blanche sur l'extrémité de son abdomen. Pour ce qui est des mâles, leurs antennes sont plus longues que celles des femelles. Alors nous les retrouvons plus généralement en été et à préciser que le mâle possède un dard qu'il n'utilise pas pour se défendre et piquer. Ensuite, pour ce qui est de la bourdon femelle, les femelles n'ont pas un dard mais plutôt un petit aiguillon utilisé pour se défendre. À noter qu'il est principalement utilisé en parallèle comme un organe de ponte. Avant-dernière partie de cet épisode, quel est le rôle du bourdon dans la pollinisation ?
Alors déjà, le bourdon terrestre est un insecte très souvent oublié, mais il est extrêmement efficace. Car il commence à butiner en mars et s'arrête très tard, en octobre-novembre, lorsque les températures commencent à descendre en dessous des 5 degrés. Son autre particularité, il est reconnu pour ne pas craindre les intempéries, il butine dès l'aube. Aussi, il peut tout à fait travailler de temps pluvieux, orageux, venteux, nuageux, etc. Grâce à toutes ces qualités, il est souvent domestiqué sous les serres comme par exemple, très connu pour ça, avec les tomates, mais encore les fraisiers. Car en fait, ces plantes ont besoin d'être secouées afin que les grains de pollen tombent sur les ovules. Et le bourdon, lui, grâce à ses ailes et muscles, est tout à fait capable de se placer sur la fleur, tête vers le bas, et de secouer la plante pour procéder. Enfin, comme beaucoup d'insectes pollinisateurs, le bourdon terrestre est particulièrement en déclin avec environ 24% des espèces qui sont menacées en Europe. Bref, retenons aussi que c'est un champion de la pollinisation qui mérite toute notre attention. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nature Insolite. Je vous invite vivement à le partager simplement à vos proches et de vous suivre la page du podcast sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne plus jamais manquer nos sorties futures. Je vous remercie, c'était Kélian et à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.